Bonjour et bienvenue à ce cours en ligne Land Matters sur l'intégration des préoccupations et des solutions liées à la dégradation des sols dans les processus politiques. Pour ce cours en ligne, je vais vous parler de la mobilisation financière pour une gestion durable des terres. Je m'appelle Andrew Chilombo et suis actuellement doctorant en géographie et sciences de l'environnement à l'Université d'Édimbourg. Avant de commencer mon doctorat, j'ai travaillé pour le Fonds pour l'environnement mondial, le FEM, au sein du groupe de la Banque mondiale à Washington, D.C. Ce que je vais vous présenter est tiré de l'expérience que j'ai acquise lorsque je travaillais pour le FEM. Pour cette présentation, je vais commencer par passer en revue des statistiques de base que vous connaissez probablement. Ils concernent les défis actuels relatifs à la dégradation environnementale et sont liés au changement climatique ainsi qu'aux activités humaines. Après cela, je parlerai des 3 conventions de Rio qui ont été établies en guise de réaction aux défis liés au changement climatique et aux activités humaines. Puis j'aborderai le sujet principal de ma présentation, le FEM, en tant que mécanisme financier pouvant aider les pays à réhabiliter leur environnement. Je parlerai ensuite de 2 potentielles sources de financement destinées aux pays désirant retrouver leurs terres dégradées. À l'heure actuelle, on dit que l'agriculture et la foresterie, à elles seules, contribuent à hauteur de 24%, soit presque un quart, aux émissions de gaz à effet de serre dans l'environnement. On dit aussi qu'environ 30% des terres mondiales sont recouvertes de forêts et 80% des animaux et plantes terrestres résident dans des forêts. Malheureusement, on estime par exemple que 4 000 à 6 000 des espèces vivant dans nos forêts humides disparaissent chaque année. C'est énorme. La survie de quelques 2,6 milliards de personnes sur Terre dépend directement des terres. Si on combine l'impact du changement climatique avec celui des activités anthropogéniques sur notre environnement, nous sommes en fait en train de creuser la tombe de 2,6 milliards d'individus qui tirent profit des terres, qui dépendent véritablement des terres pour survivre. Pour réagir à ces défis, 3 conventions ont été lancées lors du sommet de la Terre de 1992. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, CLD. 2. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, CCNUCC. Et 3. La Convention des Nations Unies sur la diversité biologique ou biodiversité, CDB. Ces 3 conventions ont des mandats spécifiques. Par exemple, la CLD est le seul cadre juridiquement contraignant, chargé de s'occuper de la dégradation des terres et la désertification. La CCNUCC a pour responsabilité de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre dans notre atmosphère pour que les activités anthropogéniques n'interfèrent pas avec les systèmes climatiques. Et la CDB est chargée de s'occuper de la biodiversité, principalement en s'assurant qu'il y ait une utilisation durable et un partage juste et équitable des avantages découlant des ressources génétiques. Mais pour que ce mandat soit efficace et applicable, pour qu'il soit faisable, un mécanisme financier supplémentaire était nécessaire. C'est ainsi qu'est né le Fonds pour l'environnement mondial, le FEM. Le FEM fait office de mécanisme financier pour 5 conventions importantes.
la CCNUCC, CLD, la CDB et la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, POP, ainsi que la Convention de Minamata sur le mercure. En plus de ça, il y a le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, la Convention et le développement des capacités, ainsi que des accords multilatéraux sur les eaux internationales et les eaux transfrontalières. Le FEM sert donc de mécanisme financier pour toutes ces conventions. Mais comment le FEM fonctionne-t-il exactement? À l'heure actuelle, le FEM passe par environ 18 agences. Ça signifie qu'en tant que mécanisme financier, le FEM n'est pas une institution qui met en œuvre ou réalise des projets. Les agences par lesquelles le FEM passe pour mettre en œuvre des projets environnementaux aident les banques régionales telles que la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement et la Banque interaméricaine de développement. Ça peut aussi être des programmes de l'ONU tels que le PNUE, CLD, le PNUD, la FAO, le FIDA et l'ONUDI, ou bien des ONG internationales comme Conservation internationale ou l'UICN. Ces agences aident donc des pays, des États membres à trouver des domaines prioritaires recensés afin d'investir dans l'environnement. Il est intéressant de noter que les fonds du FEM ont un effet catalyseur, c'est-à-dire qu'ils sont censés susciter des investissements dans la protection environnementale. Le FEM et les fonds du FEM, à eux seuls, ne sont pas là pour mettre en œuvre des projets. D'autres financements sont donc nécessaires. C'est ce qu'on appelle le cofinancement. Et le FEM va rajouter des fonds pour financer les enjeux environnementaux que d'autres programmes de développement ne peuvent financer, dû à, entre autres, des contraintes financières. Puis, si un pays veut accéder aux fonds du FEM, le FEM fonctionne par ce qu'on appelle des phases ou des cycles. Au moment où nous parlons, le FEM vient de recevoir ou a promis de verser 4 milliards 100 millions US dollars à utiliser durant les 4 prochaines années. Le FEM est sur le point de démarrer la phase FEM 7. Il y a donc d'abord une phase pilote, puis les phases FEM 1, FEM 2, FEM 3, etc. jusqu'à la phase FEM 7. Cela arrive tous les 4 ans. Tous les États membres se voient allouer des ressources qu'ils sont censés utiliser sur une période de 4 ans. Cela signifie qu'un pays A peut par exemple recevoir 10 millions d'US dollars, un pays B 11 millions d'US dollars et un pays F 15 millions d'US dollars. Pourquoi cette disparité? Le FEM a un système d'indices et à l'aide du système STAR, ce qui veut dire système pour une allocation transparente des ressources, en anglais, il est possible de déterminer combien de financement un pays peut recevoir en fonction de sa performance, sa capacité potentielle à générer des bénéfices environnementaux globaux, la priorité du FEM, et son indice de développement socio-économique. Une fois ces indicateurs combinés, le FEM fournit une indication du montant que peut recevoir un pays et de la capacité de ce dernier à utiliser cet argent sur une période de 4 ans. Cela concerne 3 domaines prioritaires, reflétant principalement le mandat du FEM envers les conventions: la biodiversité, la dégradation des sols et le changement climatique. Il existe également d'autres domaines prioritaires, mais ils ne font pas partie de cette catégorie d'allocation des ressources. Je vous ai présenté la méthode principale grâce à laquelle le FEM alloue ses ressources ou aide les pays à réagir aux défis environnementaux auxquels ils font face.
En plus de cela, le FEM a aussi un programme institutionnel, le programme des microfinancements, qui est généré par la PNUD pour le compte du FEM. Vous remarquerez que j'ai mentionné les fonds du FEM au niveau gouvernemental afin que les gouvernements puissent recevoir de l'argent à travers les agences. Mais qu'en est-il des petites organisations communautaires qui n'ont pas un accès facile ou direct au gouvernement ou au système du FEM? Comment peuvent-elles participer ou bien avoir accès aux fonds? Le programme de microfinancement offre la possibilité de soutenir des initiatives locales. Il s'agit d'une action communautaire avec des répercussions globales. Ainsi, en apportant un soutien financier à ces communautés, ces dernières peuvent être des gestionnaires efficaces de ressources naturelles qui contribuent à leur propre subsistance. Ces communautés sont donc en mesure de mettre en œuvre des projets sur la biodiversité, la gestion des produits chimiques et des déchets, la dégradation des terres, le changement climatique, etc. Il est important de noter que ces financements s'adressent à de petites ONG locales, pas des ONG internationales ou des organismes privés, des femmes, des jeunes et des communautés autochtones. Et qu'à l'heure actuelle, ce programme est en place dans plus de 125 pays et soutient plus de 20 000 programmes communautaires. Il s'agit d'une opportunité que le FEM offre aux institutions locales pour qu'elles prennent part et contribuent au développement durable à leur manière. And contributing to sustainable development in their own capacity. Le programme de microfinancement soutient ces initiatives locales. Il y a 3 types ou régimes de financement. 1. Un financement de 2 000 à 5 000 US$ pour la planification stratégique, l'identification des principaux domaines prioritaires dans lesquels on peut investir l'argent. 2. Le deuxième régime s'élève à 50 000 US$, mais la moyenne est de 25 000 US$ pour la mise en œuvre d'un projet. Une fois mis en œuvre, on peut également accéder à environ 150 000 US$ pour renforcer des initiatives existantes. Ça, c'était pour le programme de microfinancement. Si vous avez suivi ma présentation et que vous venez du secteur privé, vous vous demandez sûrement quelle est votre place dans le système de financement du FEM. Eh bien, le FEM fait aussi de l'engagement du secteur privé une priorité opérationnelle. Si vous êtes une grande entreprise, une petite entreprise, un entrepreneur individuel ou un facilitateur de marché, vous avez votre place au sein du système FEM. Et le FEM s'engagera à vos côtés pour voir si, par exemple, il y a une possibilité de déployer des instruments financiers innovants afin de réagir aux défis environnementaux auxquels le monde fait face aujourd'hui. Il se peut également que vous collaboriez avec le FEM en améliorant les capacités institutionnelles afin de, par exemple, faire un projet dans le domaine des énergies renouvelables. Donc, si vous faites partie du secteur privé, vous pouvez aussi profiter des financements du FEM. Après avoir parlé du FEM plus en détail, j'aimerais maintenant attirer votre attention sur 2 autres sources de financement, parce que le FEM, en tant que mécanisme financier, n'est pas la seule source de financement permettant de réagir aux défis environnementaux du monde. La deuxième option, ou source de financement, est le Fonds vert pour le climat, qui a été créé il y a quelques années, qui vise à aider les pays à mettre au point des mesures d'adaptation et de mitigation contre le changement climatique. Notre planète Terre est la mère de toutes les ressources naturelles dont nous disposons. Et si nous continuons à la mordre, comme nous le savons tous, il ne faut pas mordre la main qui nous nourrit. Et le Fonds vert pour le climat permet d'aider des programmes et projets qui ciblent l'adaptation climatique et l'atténuation des changements climatiques, notamment pour les pays vulnérables, tels que les pays moins développés et les petits États en développement dont les aptitudes, les capacités sont compromises pour leur permettre de réagir et s'adapter à l'impact du changement climatique. La troisième option est le Fonds de neutralité en matière de dégradation des terres, NDT,
qui a été lancé en 2017 lors de la COP13 de la CLD en Chine. Cet apport financier est crucial et a été établi pour lever quelques 300 millions d'US dollars afin de réagir au 15e objectif de développement durable, la vie terrestre, etc. Heureusement, des fonds correspondant à environ 30% de l'objectif ont été réunis à partir de différentes sources. Nous espérons donc que plus d'acteurs participeront à cet effort pour contribuer à cet apport. Le fonds NDT servira à financer et à soutenir des projets qui auront fait 3 promesses. 1. Les projets généreront des bénéfices environnementaux globaux. 2. Les projets contribueront au bien-être socio-économique des communautés où ils seront mis en œuvre. 3. Ils promettront des rendements financiers avec l'argent investi dans ces projets. Qu'entendons-nous exactement par générer des bénéfices environnementaux globaux ? Il s'agit de différents avantages environnementaux globaux. Par exemple, quand vous avez 1 hectare de terre dégradée, la dégradation des terres est vraiment énorme sur cette parcelle. Et la rentabilité de cette parcelle a été compromise. Quand vous investissez des fonds sur cette parcelle et qu'elle reprend vie, elle peut séquestrer le carbone et les gens sont en mesure de l'utiliser pour assurer leur subsistance. Voilà le bénéfice environnemental créé. La restauration des terres est un bénéfice environnemental global crucial qui mérite l'appui du fonds dont je viens de vous parler. Pour conclure, comme vous avez pu le voir, nous faisons aujourd'hui face à des défis environnementaux qui impactent la vie de 2,6 milliards de personnes dans le monde, qui dépendent directement des terres pour leur survie. Et je parle bien de survie. Mais il y a aussi une volonté politique qui a été démontrée à travers l'élaboration de différentes conventions, mais aussi la mise en place de ces mécanismes financiers pour venir en aide des personnes qui dépendent des terres et des ressources. Vous qui êtes dans cette salle, suivez ma présentation en tant qu'acteur du secteur privé, en tant qu'académicien ou en tant que membre d'une organisation de la société civile. Qui que vous soyez, c'est une bonne chose que nous essayions de contribuer comme nous le pouvons, à notre manière, à la restauration de nos terres et sols, pour que davantage de personnes puissent améliorer leurs moyens de subsistance là où c'est possible. Je vous assure que l'élan a été créé. Prenons ce train en marche et contribuons à notre façon à la restauration de nos terres. Je suis passionné par ce sujet et vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Et j'espère vous avoir inspiré afin que vous disiez « Certes, les choses vont très mal d'une certaine manière, mais il y a de l'espoir quelque part. » Parce qu'il y a des gens qui travaillent dur pour pouvoir soutenir vos efforts financièrement et techniquement, qui que vous soyez, en tant qu'individu ou entreprise, en tant qu'équipe ou communauté. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.